Bonjour à tous, bienvenue à nos analyses de groupe pour le secteur laitier qui, dans le fond, feront le topo des tendances de l'année 2022. Avant de commencer, on souhaite remercier notre partenaire, le réseau AgriConseil Montérégie, et qui nous appuie financièrement pour la réalisation de cette activité. Quelques points techniques avant de débuter cette analyse de groupe. Donc, si vous désirez poser des questions, vous êtes invité à le faire via le chat. Donc, en bas de votre écran, vous avez une petite bulle qui vous amènera à une page où vous pouvez écrire votre message ici. On verra au fur et à mesure que nous recevrons les questions si nous les posons durant la présentation ou à la fin, mais en tous les cas, elles seront répondues. Ensuite, pour vous assurer de bien voir à la fois vos conférencières et le diaporama qu'ils vont présenter, nous vous invitons à utiliser le visuel standard qui est disponible en haut à droite de votre écran. Et un dernier rappel pour pouvoir assister à la présentation, d'indiquer le nom auquel a été fait l'inscription ou le nom de votre entreprise. Donc, vous pouvez le faire en suivant cette procédure ici. Je débute donc en vous présentant vos conférencières d'aujourd'hui. Florence G. Larochelle est conseillère chez ProConseil depuis mai 2022. Elle possède un baccalauréat en agronomie, profil sciences animales de l'Université McGill et a acquis de l'expérience professionnelle comme conseillère en nutrition animale. C'est avec tout ce bagage qu'elle s'est jointe à notre équipe et c'est une de nos très bonnes recrues dont nous sommes très fiers. Stéphanie Bélangeneau est conseillère chez Groupe ProConseil depuis septembre 2020. Elle est spécialisée dans la production de chèvres laitières, ayant elle-même grandi sur une ferme de cette production. Suite à un DEC en gestion et technologie d'entreprises agricoles au Collège McDonald, elle a terminé son baccalauréat en agroéconomie à l'Université McGill en 2017. En 2020, elle a complété une maîtrise en sciences animales en terminant 2 projets de recherche sur l'élevage des chevrettes laitières. Je vous les laisse donc vous présenter les tendances de l'année 2022 pour le secteur laitier. Merci beaucoup, Florence, pour les présentations et bienvenue à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais juste partager mon écran. Ce ne sera pas très long. OK. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, comme Florence l'a dit, c'est la présentation des tendances de l'année 2022. Donc, un petit plan du déroulement de la présentation. On va commencer par définir quels sont nos groupes moyens et de tête pour 2022. Et ensuite, on va vous présenter les résultats préliminaires de 2022 en comparaison avec les résultats de 2021 pour le même groupe. Et à travers tout ça, on va vous présenter quelques graphiques d'évolution sur 5 ans pour terminer par des projections pour l'année 2023. Donc, premièrement, la composition des groupes de notre moyenne préliminaire dans le lait, c'est 23 entreprises qui sont spécialisées en production laitière, dont au moins 60% des revenus proviennent de la production de lait. Et ensuite, on a ressorti un groupe de tête qui représente 30% du groupe moyen. Donc, pour notre groupe de 23 entreprises, c'est 7 entreprises qui font partie du groupe de tête. Ces entreprises-là ont été sélectionnées parmi 4 critères d'efficacité qui sont présentés ici. Donc, il y a premièrement la marge sur variable en dollars par vache qui représente 30% des critères d'efficacité. Ensuite, on a le taux de charge, le pourcentage de charge qui représente un autre 30%. Le ARST par UTP, c'est le revenu standardisé par unité de travail-personne. Donc, c'est par employé et actionnaire qui travaillent sur la ferme. Ce critère-là représente 20% du critère d'efficacité pour la tête. Et finalement, le rendement de l'actif qui représente un autre 20%.
Donc, si on regarde rapidement de quoi nos groupes ont l'air pour la moyenne préliminaire, pour la moyenne, le quota détenu moyen des entreprises était de 109 kg. Et pour la tête, c'est 125,7 kg. Donc, nos entreprises dans la tête sont un petit peu plus grosses que les entreprises de la moyenne. Pour ce qui est du nombre de vaches en lait étari, pour la moyenne, c'est 92,3 vaches et pour la tête, 102,8. Et au niveau des superficies cultivées, c'est tout près de 140 hectares pour nos entreprises moyennes et 170 hectares pour la tête. Dans les 2 prochaines diapositives, on va juste vous présenter rapidement en quoi nos entreprises, notre groupe de 23 producteurs pour la moyenne préliminaire se compare à notre groupe de moyenne totale de l'année dernière. Donc, c'est sûr que, étant donné qu'on a un petit peu devancé les présentations des moyennes de groupe cette année, on a un groupe qui est un peu plus petit, mais il se compare quand même assez bien là, à la moyenne totale qu'on avait de l'année dernière. Donc, si on regarde en 2021, nos 43 entreprises qui faisaient partie de notre moyenne par rapport à notre groupe préliminaire dans la même année, les actifs totaux étaient assez similaires. Au niveau du quota détenu, notre moyenne préliminaire de cette année, c'est des producteurs qui ont un petit peu plus de quotas et qui cultivent 2 hectares de plus là, de terre. Donc, ce n'est pas une trop grande différence. Au niveau de la tête, par contre, on a un petit peu une différence un peu plus grande par rapport à notre tête de l'année dernière, puis c'est dû au fait qu'on n'avait pas tous les dossiers de compléter au moment de la moyenne, de préparer la moyenne. Donc, dans les 7 entreprises qui sont dans notre tête, on a seulement 2 qui étaient dans la tête de l'année dernière. Donc, c'est des entreprises qui sont un peu différentes, mais qui se distinguent quand même par rapport à notre groupe de cette année. Donc, au niveau des actifs, c'est des entreprises qui ont un petit peu moins d'actifs, un petit peu moins de quotas. Puis, au niveau des terres, c'est assez similaire à notre groupe de l'année dernière. Au niveau des critères d'efficacité, si on regarde la marge sur charge variable en dollars par vache, c'est assez comparable là, entre les 2 groupes, autant pour la moyenne que pour la tête. Dans les 2 cas, c'est un petit peu plus bas que ce qu'on avait dans le groupe de tous nos producteurs l'année dernière. Le taux de charge qui est un petit peu plus élevé, mais aussi similaire. Et finalement, pour le rendement de l'actif qui est aussi similaire, une plus grande différence là, au niveau de la tête. Juste pour vous montrer là, que les groupes sont assez représentatifs de ce qu'on avait l'année passée, malgré que notre échantillon est un petit peu plus petit là, pour les moyennes préliminaires cette année. Donc, on va commencer tout de suite avec, premièrement, la présentation du bilan à la valeur marchande de l'entreprise. Donc, si on regarde premièrement au niveau des actifs, à court terme, on a une hausse pour la moyenne des entreprises de 132 000 entre l'année dernière et cette année. Juste avant, là, vous avez dans le tableau toujours la moyenne 2022 comparée à la moyenne 2021 du même groupe de producteurs. Et à droite, vous avez la tête 2022 et la tête 2021. Donc, avec la hausse là, de 132 000 pour la moyenne, ça représente un 29 % de hausse des actifs à court terme par rapport à 34 % pour la tête. Ce qui a composé cette hausse-là cette année, il y a l'encaisse qui a augmenté de 25 000 environ. Les comptes Agri-Québec et Agri-Investissement ont légèrement augmenté, mais c'est resté assez stable. Les comptes à recevoir et les frais payés d'avance, ça a augmenté. Ça comprend principalement la paye de lait là, qui a augmenté, qui était plus haute à la fin de cette année par rapport à l'année dernière. Maintenant, au niveau des inventaires, autant pour la moyenne que pour la tête, les inventaires de fourrage et de céréales ont augmenté. Et dans les 2 cas, c'est une combinaison d'une hausse de quantité de ces inventaires-là à la fin de l'année, mais aussi de la valeur des inventaires. Donc, entre autres, au niveau des fourrages, on a augmenté la valeur de référence du foin de 220 $ qu'on était à l'année dernière, 220 $ la tonne, à 275 $ la tonne, voyons.
la tonne cette année. Et pour le maïs en silage, on a augmenté de 180 à 250 la tonne de matière sèche. Puis, au niveau des grains, là, les valeurs aussi ont augmenté cette année. Maintenant, si on passe directement au passif à court terme pour comparer notre situation à court terme, on a vu une hausse de 5 sur le total des passifs à court terme. Donc, si on regarde au niveau de la marge de crédit, ça comprend le 30 ou 40 000, là, dépendamment des producteurs du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, qui va être à rembourser dans la prochaine année d'ici la fin décembre 2023. Puis, il y a aussi des paiements anticipés pour les producteurs de grains qui sont inclus à cette ligne-là. Ensuite, les comptes à payer et les frais perçus d'avance qui ont légèrement augmenté aussi, là, ça compte aussi les comptes à payer d'agri-investissement, votre contribution que vous avez à faire dans la prochaine année. Puis, les exigibilités sur emprunt, c'est la portion à court terme qui est remboursable de vos emprunts. Donc, c'est la portion de capital que vous devez rembourser dans la prochaine année. À ce niveau-là, c'est plus particulier, là, ça a diminué cette année, malgré que la dette totale a augmenté cette année. La portion en capital que vous avez à rembourser dans la prochaine année est plus faible, étant donné que les hausses des taux d'intérêt ont fait diminuer la proportion du capital sur vos remboursements et en combinaison à une hausse de la durée d'emprunt moyenne. Donc, si vous voyez en bas dans les critères financiers, là, la durée moyenne d'emprunt est passée de 13,1 à 14,1 ans, ce qui veut dire que votre moyenne, en moyenne, les prêts ont été étirés d'1 an. Il y a aussi eu des nouveaux emprunts, mais quand les prêts sont étirés, ça fait que l'exigible, le capital est remboursé moins rapidement que les intérêts. Donc, c'est pour ça qu'on a une baisse ici au niveau des exigibles. La baisse est un petit peu moins importante au niveau de la tête. Donc, si on regarde le fonds de roulement en prenant le total des actifs à court terme moins le total des passifs à court terme, ça vous fait un fonds de roulement moyen de 313 000 et pour la tête, c'est 506 000. Si on regarde le ratio qui est 1 divisé par les actifs court terme divisé par les passifs court terme, ça nous donne un ratio de 2,15. Donc, c'est une très bonne amélioration là, par rapport à l'année dernière. Et même chose pour la tête qui a suivi la même tendance. Ce que ça veut dire, c'est que pour chaque dollar de passif à court terme que vous devez payer, vous avez 2,15 $ d'actifs liquides pour le payer dans la prochaine année. Idéalement, dans le secteur laitier, on vise un ratio de fonds de roulement minimal de 1,5. Donc, à 2,15, on est en très bonne situation. Et on l'exprime aussi en nombre de mois pour couvrir la sortie de fonds. Ce que ça veut dire, c'est que si vous n'aviez aucune entrée d'argent pendant 5 mois, vous seriez capable, avec votre fonds de roulement actuel, de couvrir toutes les sorties de fonds moyennes de l'entreprise pendant 5 mois. Je vais vous montrer une petite évolution du ratio de fonds de roulement qui est la ligne bleue, qui suit l'échelle de gauche ici là, en ratio. Et vous avez aussi le nombre de mois pour couvrir la sortie de fonds en orange. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est, bon, premièrement, l'évolution de voir que dans les dernières années, les 2 dernières années, là, depuis 2020, la situation s'est beaucoup améliorée. L'autre chose qui est intéressante de voir, c'est que dans la dernière année, le ratio de fonds de roulement a augmenté de 22 %, alors que le nombre de mois pour couvrir la sortie de fonds a augmenté de 15 %. Ce que ça veut dire, c'est que oui, le ratio a beaucoup augmenté, mais les besoins en fonds de roulement, donc les sorties de fonds des entreprises ont aussi augmenté. Ce qui fait qu'on ne couvre pas nécessairement, la hausse en nombre de mois n'est pas aussi prononcée là, que le ratio de fonds de roulement.
Maintenant, si on revient dans les actifs, mais à moyen-long terme au bilan, dans les animaux reproducteurs, on a une légère diminution de la valeur. C'est à peu près un 25 000 pour la moyenne. Cette année, on a fait un ajustement un reclassement des animaux. En fait, dans les vaches laitières, on a reclassé un 25 du total dans des vaches à réformer à une valeur un petit peu moindre pour considérer que si demain matin, vous vendiez votre troupeau, il y aurait un certain pourcentage de vos vaches qui irait probablement à la réforme. Donc, pour être un petit peu plus représentatif de la valeur totale de votre troupeau, on a fait cet ajustement-là cette année. Donc, c'est pour ça que la valeur a diminué. Mais si on regarde en quantité, pour la moyenne, le nombre d'unités animales a quand même augmenté un petit peu. Donc, ça vient atténuer la baisse de valeur. Et pour la tête, le nombre d'animaux a légèrement diminué. Ensuite, pour les machineries et équipements, on a une hausse de 87 000 entre 2021 et 2022. Cette hausse-là est due principalement aux nouveaux investissements qu'il y a eu. Donc, il y a eu pour 88 000 de nouveaux investissements dans les machineries et équipements cette année. Ensuite, on a toujours l'amortissement qui est pris sur les machineries qui va venir normalement faire diminuer la valeur. Mais cette année, on a une inflation de 16 qui a été appliquée sur toutes les machineries et équipements. Et même chose pour les bâtiments. Donc, au niveau des machineries et équipements, c'est venu balancer l'amortissement. C'est à peu près équivalent. Donc, l'augmentation de la valeur, c'est principalement les nouveaux investissements qui ont été faits. Même chose au niveau des bâtiments, une hausse de 79 000. Dans ce cas-ci, il y a l'inflation de 16 L'amortissement est moins haut dans les bâtiments, mais il y a aussi une perte de valeur contributive qu'on calcule à chaque année. Donc, l'inflation est à peu près équivalente à l'amortissement et la perte de valeur contributive, puisque les investissements totaux dans les bâtiments cette année étaient de 80 000. Au niveau de la terre, on a une augmentation de 238 000 par rapport à l'année dernière. Dans ce cas-ci, c'est en grande majorité l'augmentation de la valeur de la terre. Donc, on a calculé une augmentation de 5 pour toutes les terres de nos entreprises cette année. Les investissements étaient seulement de 8 000 en moyenne là, pour la terre en 2022. Donc, si on regarde ce que ça représente en dollars à l'hectare ou à l'acre ou à l'arpent, dépendamment de comment vous parlez, on a mis toutes les conversions. Donc, ça représente là, environ 45 000 l'hectare ou 18 300 l'acre ou 15 500 l'arpent en moyenne là, pour nos entreprises de la moyenne. Pour le quota, on a eu une augmentation. Il y a eu une hausse de 5,3 kg de quota pour la moyenne et 6,9 kg de quota pour la tête. Et de ce 5,3 kg-là, on a des dons qui représentent 3,9 kg pour la moyenne. Donc, la contrepartie, c'est des achats là, qui représentent environ 1,4 kg. Et pour la tête, on a reçu des dons de 5,1 kg dans la dernière année. Et finalement, les autres actifs agricoles, c'est principalement les porcs agro-purs qui n'ont pas bougé beaucoup dans la dernière année. Donc, ça nous fait, avec les actifs court terme, moyen et long terme, des actifs totaux de un petit peu plus que 10 millions de dollars pour l'entreprise moyenne et 11 350 000 pour l'entreprise de la tête, qui représentent des hausses de 7 et 8 par rapport à l'année dernière. Je vous ai mis ici le graphique d'évolution des investissements, juste pour voir ce qui a été fait en investissement dans les dernières années, dans les différentes catégories d'actifs. Donc, on voit là, que 2022, il y a eu quand même un petit peu moins d'investissement que la moyenne. Si on regarde au niveau de quels actifs
les investissements ont été faits. Les machineries, il y en a eu moins cette année que les années passées. Au niveau des bâtiments, c'est resté quand même assez stable. Puis le quota, là, ça a augmenté un petit peu. Il y en a un petit peu plus de disponibles vers la fin de l'année. Donc, il y a eu plus d'achats en 2022. Et comme je vous disais tantôt, là, les investissements dans le fonds de terre ont été très, très bas cette année. Donc, on peut voir là, qu'on n'a pas une très grande diminution d'investissement en 2022, mais on peut quand même peut-être commencer à ressentir la hausse des taux d'intérêt là, qui peuvent limiter certains investissements. Maintenant, au niveau des passifs à moyen long terme, on va regarder l'évolution de la dette. Donc, si on prend la dette, les emprunts à moyen long terme, puis qu'on ajoute les exigibles qu'on a vus tantôt, ça compose votre dette totale à la fin de l'année. Entre 2021 et 2022, c'est une hausse de 9 000 $ d'emprunts. Donc, il y a eu des nouveaux emprunts qui ont été faits pour 130 000 $ pour la moyenne, puis des remboursements là, de un petit peu plus que 120 000 $ pendant l'année. Donc, au net, on a augmenté la dette de 9 000 $. Et pour la tête, il y a eu une augmentation de 66 000 $. La tête a investi un petit peu plus en 2022. Les investissements ont augmenté là, de 150 000 par rapport à l'année passée. Donc, ils ont fait pour 195 000 de nouveaux emprunts, puis ils ont remboursé environ pour 125 000 d'emprunts, de capital sur leur emprunt. Donc, ça nous fait une dette totale avec les dettes court, moyen et long terme de 2 260 000 pour la moyenne, qui représente un taux d'endettement de 23 %. Donc, c'est une amélioration d'1 point de pourcentage par rapport à l'année dernière, ce qui veut dire que nos actifs ont augmenté plus que nos passifs ont augmenté. Au niveau de la tête, on est resté stable à 22 % d'endettement. Et ça nous laisse là, au final, un avoir des propriétaires qui est la valeur que vous détenez réellement de 77 %, qui est une augmentation de 8 % par rapport à l'année passée. Puis, au niveau de la moyenne, c'est aussi une augmentation de 8 %. Donc, si on regarde la variation de l'avoir net, la variation totale est de 607 000 $, qui provient principalement, là, comme on a vu au début, d'une hausse des actifs de 640 000 pour la moyenne, alors que les passifs ont diminué de, excuse-moi, j'ai perdu mon chiffre, de 35 000 environ. Donc, ça nous fait au net un 607 000 de variation d'avoir net. Et pour la tête, c'est une augmentation de 684 000. Par contre, comme on a vu au début, il y a beaucoup des actifs qui ont augmenté de valeur dû à l'inflation qu'on a connue en 2022. Donc, pour le décortiquer, vous avez aussi dans le bas, dans les critères financiers, la variation de l'avoir qui est due à l'inflation. Et ce qu'on remarque, c'est que de ce 607 000-là d'augmentation de variation d'avoir, il y a 480 500 qui est dû à l'inflation seulement. Donc, votre prise de valeur réelle, si on ne considère pas l'inflation en 2022, serait de 126 700. Et pour la tête, 187 800. Je vous ai illustré l'évolution de l'avoir net sans l'inflation qui est en orange ici et avec l'inflation qui est la ligne bleue ici. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec l'inflation, depuis 2018, on a connu une hausse de 30 % de l'avoir net, alors que si on ne considérait pas l'inflation, on aurait une hausse de 8 %. Puis, je vous ai mis là pour comparer la hausse de la valeur des terres
possédées en dollars à l'hectare, qui est sur l'échelle de droite, pour illustrer un peu que, dans le fond, la valeur des terres représente 50 de l'actif total des entreprises laitières en moyenne. Donc, on voit que la variation qui augmente avec l'inflation suit vraiment la hausse de la valeur des terres. C'est sûr qu'il y a autre chose aussi qui viennent augmenter l'inflation, mais la valeur des terres est un des gros points qui fait augmenter votre avoir net avec inflation. Merci, Stéphanie. Fait que, en fait, là, je vais enchaîner là, avec la présentation de l'état des résultats global. Donc, on se souvient là, que l'état des résultats va comprendre l'ensemble des secteurs d'activité des entreprises, donc le lait, nos grandes cultures, aussi nos revenus de travaux à forfait si on en a, et nos revenus de sirop. Je prends le temps là, de vous faire remarquer là, que dans les revenus autres activités, on est à moins de 1 là, du chiffre d'affaires pour nos deux groupes. Puis, même chose là, pour nos revenus. Oui, c'est ça, nos revenus autres activités, désolé. Donc, étant donné que c'est le global, on va faire un survol de nos résultats, regarder nos grandes tendances, puis on déconstruira plus tard le secteur du lait et des cultures. Donc, si on commence là, par présenter notre en-tête, donc encore une fois, on a notre moyenne lait 2021, 2022, nos 23 entreprises, puis notre tête. Donc, au niveau du quota produit, on remarque là, que pour les deux groupes, on a une augmentation. Pour la moyenne, là, c'est un 3 d'augmentation par rapport à l'an passé. Pour la tête, c'est un 3,6 d'augmentation. Ensuite, on vous a mis notre nombre de têtes en unité animale pour nos deux groupes. Donc, on remarque que pour la moyenne, on a une légère augmentation, alors que pour la tête, là, c'est assez intéressant, mais on remarque une légère diminution. Ensuite, pour la superficie en culture, encore une fois, on se maintient là, quand même pas mal au même niveau, mais c'est un 2,2 d'augmentation environ pour la moyenne par rapport à l'an passé. Puis, pour la tête, c'est un 2,4 d'augmentation. Donc, on vous a calculé ensuite là, un petit ratio aussi. Ce ratio-là considère la superficie cultivée par rapport au nombre d'unités animales, donc à la grosseur des troupeaux. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'au niveau de la moyenne, on a accès à 1,09 hectares de superficie par unité animale. Pour la tête, c'est un 1,21 hectares par unité animale. Donc, ça nous permet de voir là, que la tête de groupe a accès à un petit peu plus de superficie en culture, ce qui va lui permettre là, de vendre un petit peu plus de grains que notre moyenne. Donc, si je vous amène en bas de page, on voit là, la hausse des produits totaux qui représente environ là, un 146 000 pour notre moyenne, donc un 13 puis un 200 000 pour notre tête, là, donc un 15 D'où provient cette hausse-là? Ben, la hausse, là, sans surprise, provient principalement de nos ventes de lait. Donc, c'est un 115 000 là, de plus pour la tête, pour la moyenne, pardon. Donc, une hausse de 15 par rapport à l'an passé. Puis, pour la tête, c'est une hausse de 17 Au niveau des ventes de récolte aussi, encore une fois, là, sans surprise, on note une augmentation pour nos deux groupes. Donc, un 26 là, de plus pour la moyenne par rapport à l'an passé, puis un 24 d'augmentation pour la tête. Là où la moyenne et la tête vont se différencier un petit peu, c'est que c'est au niveau de la variation d'inventaire des céréales. Donc, non seulement la tête a vendu plus de récoltes, mais en plus, sa variation d'inventaire est plus importante. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en 2020, j'avais un inventaire et entre 2020 et 2021, j'ai eu une variation d'inventaire positive de 51 000 Puis, entre 2021 et 2022, j'ai eu une autre augmentation de mon inventaire qui est d'autant plus importante, donc une augmentation de notre variation de 13 000 euh,
Parfait, donc on peut changer. Donc, ensuite, au niveau, là, donc, si on ajoute toutes ces hausses de revenus-là, on remarque qu'on dépasse là, notre 145 000. Donc, où est-ce qu'on a perdu? C'est au niveau de notre assurance récolte. Donc, l'an passé, on avait reçu là, un dédommagement dans le foin qui était plus important que cette année, entre autres. Puis, au niveau de nos revenus divers, l'an passé, on avait un 10 000 là, qui nous venait du compte d'urgence aux entreprises canadiennes qu'on n'a pas reçu là, cette année. Donc, ce qui nous reste dans ce compte-là, c'est essentiellement là, le programme de paiement direct aux producteurs laitiers, donc notre compensation fédérale. Ensuite, au niveau des charges variables, je vous amène encore une fois là, dans le bas de la page. Donc, pour le groupe moyen, c'est une hausse de 133 000 donc une hausse de 16 de nos charges totales. Pour la tête, c'est un 188 000 donc une hausse de 21 de nos charges totales. De ce 133 000-là, on a 61 de cette hausse-là expliquée par la hausse des charges variables, puis uniquement 14 est expliqué par la hausse des charges fixes. Pour le groupe de tête, c'est un 61 aussi pour les charges variables, mais un 19 quand même pour les charges fixes. Donc, au niveau des charges variables, on a donc un 81 000 d'augmentation pour notre moyenne, donc un 16 d'augmentation, un 22 d'augmentation pour notre tête. Nos comptes de dépenses qui ont été affectés là, principalement, donc encore une fois, sans surprise, c'est notre moulin aux autres concentrés, nos approvisionnements de culture, entretien carburant, location de machinerie, puis nos travaux à forfait. Donc, ce qui est intéressant de regarder, c'est par rapport là, à l'année passée, en termes de pourcentage de notre chiffre d'affaires, on remarque là, que les comptes que j'ai entourés là, en rouge, on remarque qu'ils ont augmenté en proportion du chiffre d'affaires. Donc, notre chiffre d'affaires a augmenté, ces comptes de dépenses-là ont augmenté aussi, mais de manière plus importante que la progression du chiffre d'affaires. Donc, c'est des comptes de dépenses qui prennent plus de place là, qu'avant. Ensuite, au niveau des charges fixes, on a une hausse de 19 000 de nos charges fixes, donc un 12 par rapport à l'an passé là, pour notre moyenne, puis un 36 000 d'augmentation pour notre tête, donc un 19 La hausse des charges fixes provient principalement là, de l'augmentation de nos charges salariales. Donc, pour la moyenne, ça représente une hausse de 11 par contre, pour la tête, c'est quand même un 25 Donc, on pourrait penser là, que la tête est peut-être un petit peu plus vulnérable là, à la hausse des charges salariales. Ensuite, on a aussi eu là, une augmentation là, assez marquée au niveau de nos taxes, assurance, cotisation, administration. Donc, une hausse de 7 pour notre moyenne, puis une hausse de 20 pour notre tête. Ensuite, évidemment, là, au niveau des intérêts, on a également eu là, une hausse de nos frais d'intérêt moyen-long terme pour nos deux groupes, puis une hausse de nos frais d'amortissement là, par rapport à l'an passé. Donc, comme Stéphanie mentionnait plus tôt, il y a eu beaucoup d'inflation sur nos machineries bâtiments. Donc, en ayant un petit peu plus d'inflation, on vient jouer aussi sur nos valeurs d'amortissement. Donc, au final, qu'est-ce qui nous reste? C'est un bénéfice d'exploitation à la hausse de 12 000 pour nos deux groupes, une augmentation là, de 5 pour notre moyenne, de 3 pour notre tête. Mais par contre, en proportion du chiffre d'affaires, encore une fois, donc c'est une diminution de la proportion là, de notre bénéfice par rapport à l'augmentation de nos produits. Donc, au final, le rendement de l'actif, c'est le bénéfice qui est généré à partir de l'actif de l'entreprise. Donc, avec Stéphanie, on a vu que on a eu une hausse de l'actif. Ici, on voit qu'on a une hausse de notre bénéfice.
Puis, ce qu'on voit, c'est que ça s'est suivi, ces deux hausses se sont suivies proportionnellement, ce qui fait que notre rendement de l'actif s'est maintenu. On peut continuer. Avant de passer à la suite, Florence, on avait une question qui concernait la première diapositive de l'état des résultats, où on nous montre les revenus, entre autres, et les critères. Veux-tu y revenir? Vous avez dit que le groupe de tête vend plus de récoltes, mais consacre plus d'hectares par unité animale. En fait, c'est que c'est pas nécessairement qu'il va consacrer plus d'hectares par unité animale. C'est en fait le ratio, là, je crois que la question est par rapport, là. C'est que la tête a accès à un petit peu plus d'hectares par rapport à la grosseur de son troupeau. Plutôt que d'utiliser, il ne va pas utiliser nécessairement tous ces hectares-là pour la production de fourrage ou de grains, là, par exemple. Je pense que ça répond à la question, là. Oui, merci. C'est comme ça que je comprenais la question, moi aussi. Parfait. Donc, au niveau de la capacité de remboursement, donc ce rapport-là, là, pour nos nouveaux membres, est divisé là, en 3 parties. On a le taux de charge qui est une des mesures d'efficacité là, qu'on utilise pour départager la tête de notre moyenne. Ensuite, on a la rémunération du travail, puis notre remboursement de notre dette moyen-long terme. Donc, si on commence là, par notre taux de charge, on remarque, là, comme on disait plus tôt, nos produits sont à la hausse. Nos charges aussi sont à la hausse, mais proportionnellement, là, nos charges ont augmenté davantage que nos produits. Donc, on a une augmentation de notre taux de charge de 1,1 point de pourcentage pour notre moyenne, 2,4 points de pourcentage pour notre tête. Donc là, je veux juste mentionner, là, ces charges-là, c'est nos charges avant salaire, avant intérêt moyen long terme, parce qu'on va les traiter un petit peu plus tard. Puis aussi, on retire les amortissements. Donc, entre autres, là, parce que l'amortissement n'est pas une sortie de fonds réelle, donc elle ne va pas venir impacter là, notre capacité à rembourser notre dette. Ensuite, donc, si on regarde, Stéphanie et moi, on voulait voir par secteur à quoi ce taux de charge-là pouvait ressembler. Donc, on remarque là qu'au niveau du secteur laitier, on a un maintien, mais une légère diminution là, de notre taux de charge, puis que c'est vraiment au niveau du secteur des grandes cultures qu'on a une forte augmentation, en fait, de ce taux de charge-là. Donc, si on change de diapositive, donc on voit l'évolution de notre taux de charge dans les dernières années. Donc, en gris pâle, là, vous voyez donc notre taux de charge global qui est à la baisse. Donc, un taux de charge à la baisse, c'est bénéfique. Puis, en bleu, on a notre taux de charge du secteur laitier. Donc, on remarque là, assez rapidement que notre secteur laitier, bon, le taux de charge a augmenté là, en 2019 et 2021, puis légèrement à la baisse présentement, mais on maintient quand même un taux de charge là, qui est relativement stable, surtout si on se compare au secteur des grandes cultures. Donc, pour le secteur des grandes cultures, là, en orange, on voit une grande variabilité de notre taux de charge qui était excellent là, en 2021, puis qui a subi une augmentation en 2022. Au niveau du taux de charge global, ben, en 2021 et 2022, bon, on voyait qu'il y avait une forte diminution. Stéphanie et moi, on s'est demandé, mais est-ce que c'est uniquement en raison de la diminution du taux de charge de nos grandes cultures? Donc, après avoir fouillé un petit peu dans nos résultats, on a décidé de vous ressortir une ligne là, avec en gris pointillé pâle votre taux de charge global sans le PPDPL, là, sans la compensation fédérale pour le lait. Donc, on voit là que oui, en 2021 et 2022, la diminution est causée, là, entre autres, par nos grandes cultures, mais
pas uniquement, par contre. Donc, ça va être à faire attention là, la journée qu'on ne recevra plus cette compensation-là. Ensuite, au niveau là, de notre rémunération du travail, donc comme on l'a mentionné plus tôt, au niveau des salaires dans nos deux groupes, on est en augmentation. Une augmentation qui est un petit peu plus marquée dans notre groupe de tête. Puis au niveau des retraits personnels, prélèvements aussi, là, on est en légère augmentation. Donc, au niveau du total des salaires, par rapport au chiffre du total de la rémunération du travail, on a une légère augmentation par rapport au chiffre d'affaires pour nos deux groupes, mais encore une fois, plus marqué au niveau de la tête. Donc, ce qui nous reste, une fois que nos charges et notre rémunération du travail est retirée, c'est notre capacité de remboursement. Donc, on remarque là, que la capacité de remboursement est à la hausse pour nos deux groupes. Mais par contre, à la baisse là, par rapport à notre chiffre d'affaires. Donc, si on change de diapositive, on peut voir là, qu'on a une évolution de notre capacité de remboursement qui est quand même à la hausse là, depuis 5 ans, puis on a atteint là, des niveaux assez élevés là, dans nos 2 dernières années. Par contre, la ligne en bleu, nos produits totaux qui augmentent. Donc, on le voit là, très bien à ce niveau-ci que proportionnellement, même si notre capacité de remboursement augmente, elle vient être diminuée là, par rapport à nos produits. Donc, ensuite, au niveau des paiements, ce qu'on vient voir, là, c'est une augmentation de nos paiements une augmentation numérique de nos paiements entre 2021 et 2022 pour nos deux groupes, mais proportionnellement à notre chiffre d'affaires, c'est une pression qui est en légère diminution. Donc, si on change de diapositive, ce qu'on peut voir, là, c'est une augmentation de nos paiements totaux. Donc, la ligne bleue pâle là, qui est au-dessus de notre aire grise, c'est notre paiement total. La proportion en capital est en bleu ciel. Puis, au niveau de notre intérêt, là, c'est notre partie en gris. Donc, on remarque là, qu'on a une évolution là, à la hausse de nos paiements, qui est expliquée, entre autres, parce que notre dette est en augmentation, mais aussi parce que nos intérêts notre paiement capital est en augmentation légèrement, mais notre intérêt aussi. Puis proportionnellement, là, on voit que l'intérêt a gagné là, en proportion dans la dernière année. Ensuite, si on remet ça en perspective par rapport à notre capacité de remboursement, bien, on remarque que nos paiements sont quand même assez stables là, au travers des années, alors que notre capacité de remboursement a nettement augmenté là, en 2021 et 2022. Donc, ce qui nous reste entre les deux, c'est notre solde résiduel. Donc, notre solde résiduel là, en 2021 était exceptionnel, puis continue de l'être là, cette année en 2022. Par contre, si on regarde en proportion de nos produits totaux, on peut s'imaginer qu'on a une légère diminution là, en proportion. Donc, ici, là, ces mêmes valeurs-là, sous forme de tableau, viennent nous confirmer ce qu'on a vu. Donc, une augmentation numérique pour nos deux groupes, mais une diminution de notre solde résiduel en termes proportionnellement à notre chiffre d'affaires. Donc, au niveau du secteur laitier, je vais commencer encore une fois là, par vous présenter là, l'entête. Donc, encore une fois, on a nos mêmes groupes, notre hausse du quota produit, hausse du nombre de vaches, légère diminution pour notre tête, puis notre nombre d'hectolitres total produit en augmentation pour nos deux groupes. Donc, si on s'en va dans le bas de la page au niveau des produits, dans ce rapport-là, considérant que la quantité d'animaux est en évolution, la grosseur des troupeaux est en évolution, on va regarder un petit peu plus là, nos résultats par animaux plutôt que nos résultats globaux. Donc,
par animal, par vache, on va chercher là, cette année, entre 2021 et 2022 une augmentation de nos produits d'un 1 200 c'est un 1 650 là, de 1 660 que la tête va chercher là, cette année par rapport à l'an passé. D'où provient cette hausse des produits? Bien, encore une fois, sans surprise, c'est au niveau de notre vente de lait. On va chercher là, au niveau de la moyenne un 1 088 de hausse de vente de lait. Puis au niveau de notre tête, c'est un 1 527 La balance se retrouve là, au niveau de notre variation d'inventaire d'animaux. Donc, avec l'augmentation du quota, on garde peut-être un petit peu plus là, d'animaux, ce qui vient expliquer cette variation-là. Donc, ensuite, on s'est demandé, bon, ben, au niveau de notre vente de lait, évidemment, ben, il y a une partie de nos ventes de lait qui proviennent de notre hausse, qui provient du prix du lait en augmentation. Donc, si on regarde là, dans le bas de la page, on a un 10 à l'hectolitre qu'on est allé chercher pour la moyenne et pour la tête. Par contre, au niveau du prix du lait, ce qui peut venir jouer aussi, c'est au niveau de nos composantes. Donc, la moyenne, cette année, est allée chercher un petit peu plus de composantes à hectolitre. Donc, il y a un 50 cents là, de ce 10 $-là qui est en raison de l'augmentation de nos composantes. Pour la tête, c'est un 2 cents. Donc, on comprend là, que pour la tête, les composantes se sont plutôt maintenues. Ensuite, on s'est demandé aussi, mais est-ce qu'il y a une partie de ces produits-là qui est pas seulement expliquée par le prix, mais par l'augmentation de productivité de nos producteurs? Donc, on est allé valider ça. Puis, en effet, là, on remarque qu'entre 2021 et 2022, on a eu une hausse de notre production d'hectolitres par vache. Puis, en fait, ce serait une hausse de litres par vache. Puis, au niveau là, de notre kilo de matière grasse par vache, on voyait en fait plutôt que nos composantes étaient à la hausse pour notre groupe de taille, pour notre groupe moyen. Donc, on vient chercher un kilo de matière grasse qui est encore plus, qui est vraiment en augmentation, là. Donc, on s'est demandé, ben, combien de cette augmentation-là est vraiment associée à cette hausse de productivité-là plutôt que juste au prix du lait. Donc, c'est ce qu'on a essayé de calculer sur cette diapositive-ci. Donc, on a pris le prix moyen des composantes 2022 qu'on a appliqué sur les performances de nos deux groupes. Donc, ce que ça nous donne, c'est la variation de revenus de lait qui est expliquée uniquement par la hausse de productivité. Pour notre groupe moyen, c'est un 110 par vache qu'on serait allé chercher uniquement par la productivité. Puis pour notre groupe de tête, c'est un 480 là, par vache. Donc, c'est vraiment une hausse exceptionnelle. On voit entre autres qu'au niveau de la tête, là, on a passé d'un 10 490 litres par vache à un 11 000 litres par vache là, en moyenne. Donc, évidemment, là, c'est un chiffre qui est approximatif, hein. On ne considère pas les primes qualité, là, entre autres, si on est allé en chercher plus cette année. Mais ça nous donne une idée, puis ça nous permet de voir que votre travail d'amélioration là, est venu porter fruit, en fait, là. Ensuite, si on passe aux charges variables, donc la partie un petit peu moins le fun. Donc, on passe là, je vois le commentaire de Martin Rainville, là, j'imagine que, je pense que j'avais marqué 4,28 au lieu de 3,28, ça se peut bien, là. Donc, au niveau de nos charges variables, entre 2021 et 2022, on a dû débourser au niveau de notre moyenne un 650 par vache. Au niveau de notre tête, c'est un 720 par vache. De cette hausse-là, où est-ce que ça provient? Bien, on a pour nos deux groupes, la mise en marché du lait là, au niveau du transport, entre autres, là, a eu une augmentation. Par contre, la majorité de la hausse nous provient là, de l'augmentation de nos charges d'alimentation. Donc, pour l'ensemble de nos charges alimentaires, la moyenne a eu une hausse de 540 par vache. Pour notre tête, c'est un 583 par vache. Donc,
ce qu'on remarque là, au niveau de nos concentrés, donc j'ai traité nos concentrés totaux ensemble, c'est une hausse là, de 17 par rapport à l'an passé. Puis, pour la moyenne, un 24 d'augmentation pour notre tête. Puis, au niveau des fourrages, c'est un 13 pour notre moyenne, puis un 10 d'augmentation pour notre tête. Donc, on remarque là qu'au niveau des charges de la hausse des charges alimentaires, peut-être notre tête là, est encore un petit peu plus vulnérable là, à ce niveau-là. Donc, au niveau de notre marge avant charge fixe, donc notre marge sur charge variable, on est allé chercher là, pour notre groupe moyen un 571 par vache. Puis pour notre tête, c'est un 940 par vache qu'on est allé chercher de plus par rapport à l'an passé. Ensuite, au niveau des charges fixes, on a dû débourser là, pour notre moyenne un 340 par vache d'augmentation, puis un 470 par vache pour notre tête. Donc, la moyenne et la tête là, se différencient un petit peu à ce niveau-là. Au niveau de la moyenne, l'augmentation est due là, principalement à l'entretien, location, terre et bâtiments, au forfait de fumier, entre autres. Puis au niveau de la tête, c'est plus au niveau des salaires payés et des frais généraux. Encore une fois, pour nos deux groupes, nos amortissements là, sont venus augmenter nos charges. Finalement, pour notre bénéfice réparti, donc on a une augmentation par rapport à l'an passé d'un 236 par vache pour notre moyenne. Puis, pour notre tête, c'est un 471 par vache qu'on vient dégager de plus. À l'hectolitre, ça représente là, pour notre moyenne un 14,55 à l'hectolitre, puis un 21,34 là, pour notre tête. Donc, quand on remet ça en relation avec notre prix du lait puis notre augmentation de charge, ce qu'on remarque, c'est que oui, nos charges ont augmenté, que ce soit nos charges fixes là, ou nos charges variables, mais notre prix du lait est venu là, augmenter assez pour compenser là, cette hausse-là. Ensuite, on s'est demandé aussi, on a voulu là, démontrer la même chose au niveau de notre marge par kilo de matière grasse. Donc, au niveau de notre bénéfice par kilo, on vient augmenter légèrement entre 2021 et 2022. Puis, au niveau de notre marge sur charge variable, on vient augmenter là, de manière un petit peu plus importante. Là. Donc, on s'est demandé, ben, avec notre augmentation de marge par kilo de matière grasse, mais la hausse de nos taux d'intérêt, est-ce que c'est encore rentable d'acheter du quota? Donc, on vous a préparé 4 scénarios. Donc, dans nos 4 scénarios, on a acheté 1 kilo de quota qu'on a mis là, sur 12 ans ou sur 15 ans à 6 ou 7,5 d'intérêt. Donc, ce qu'on a fait, c'est le principe est qu'on prend la marge sur charge variable, puis on achète 1 kilo de quota, puis on considère que en achetant 1 kilo de quota, on ne vient pas nécessairement ajouter à nos charges fixes. Donc, on retire de notre marge sur charge variable notre montant de nos paiements engendrés par l'achat de ce kilo-là, puis il nous reste un montant dégagé. Ce montant dégagé-là, on peut le voir un peu comme une marge, mais il faut faire attention parce que c'est le montant qui nous reste si jamais on vient augmenter nos frais fixes. Par exemple, si au lieu d'acheter 1 kilo de quota, j'achète 10 kilos de quota, puis j'ai une coupe de vache en plus, ben peut-être que ça va me prendre plus de temps, donc plus de salaire. Peut-être que je vais aussi devoir investir dans mon bâtiment pour être capable d'accommoder ces nouveaux animaux-là. Donc, évidemment, là, quand on met cet achat-là sur 12 ans à 6 ou 7,5 d'intérêt, le montant dégagé est nettement inférieur à si on le met sur 15 ans. Quand on l'amortit sur 15 ans, on vient chercher un montant qui est un montant dégagé qui est un petit peu plus intéressant. En fait, nettement plus intéressant, mais par contre, l'envers de cette médaille-là, c'est qu'on va payer un petit peu plus d'intérêt aussi là, à long terme. Donc, à la lumière de ces résultats-là, de ces montants-là,
ça nous confirme que oui, acheter du quota, si on ne modifie pas nos charges fixes, ça demeure intéressant. Et ce, malgré la hausse du taux d'intérêt, donc même à 7,5 là, ça demeure intéressant. Mais par contre, dans un contexte d'investissement où on va possiblement restructurer nos charges fixes, c'est important de valider là, la rentabilité du projet avant de se lancer dans des gros investissements comme ça. Donc, ensuite, au niveau de nos coûts de production, des torts, je vous amène en bas de la page encore. Là, donc, on a une augmentation de nos coûts de production par tort d'un 780 pour notre moyenne, puis un 714 pour notre tête. De ce 780 $-là et 714 $-là, on a 441 qui nous provient de nos charges variables pour notre moyenne et 225 pour notre tête. Cette hausse-là est expliquée là, en premier lieu par la hausse de notre valeur du veau. Donc, en effet, là, au niveau des prix qu'on a reçus pour nos veaux dans les encans là, cette année, on est en légère hausse. Donc, on est venu ajuster ce montant-là. Ensuite, par contre, là, encore une fois, la majeure partie de l'augmentation nous provient de nos charges d'alimentation. Donc, entre 2021 et 2022, pour la moyenne, c'est un 348 qu'on a dû débourser de plus. 48 en fait de cette hausse-là est due à l'augmentation des coûts de concentré. Pour la tête, c'est un 183 qu'on est venu débourser de plus que l'an passé, dont 16 là, est expliqué par la hausse de nos frais de concentré. Ensuite, pour notre groupe moyen, on a aussi là, une augmentation qu'on n'a pas vue par contre au niveau du groupe de la tête, là, au niveau des pensions d'animaux. Donc, on remarque là, que au niveau des pensions d'animaux, on a un coût là, un petit peu plus élevé que l'an passé. Au niveau des charges fixes, ben, ces charges fixes-là là, sont réparties de notre secteur de l'ensemble de notre secteur laitier. Donc, c'est encore une fois là, les mêmes constats. Pour la moyenne, c'est au niveau de l'entretien et location de bâtiments, les forfaits de fumier, les retraits personnels, puis l'amortissement, où on a eu des augmentations. Pour la tête, c'est au niveau des retraits personnels, salaires, frais généraux et amortissements. Donc, on s'est demandé, ben, qu'est-ce qui démarque les entreprises de la tête par rapport à la moyenne? Donc, on a fait un diagramme assez simple. Là. On a pris nos produits par vache, nos charges variables, puis nos charges fixes, puis on a comparé la moyenne et notre tête. Donc, ce qu'on voit assez rapidement là, sur ce graphique-ci, c'est que c'est vraiment au niveau des produits que vient se démarquer notre tête, plutôt qu'au niveau de nos charges variables. Au niveau de nos charges fixes, ben c'est presque tel que tel là, entre les deux groupes. Donc, on s'est demandé, ben, est-ce que la tête fait des produits que notre moyenne ne fait pas? Donc, on est allé décortiquer nos revenus par vache. Puis, ce qu'on remarque, là, c'est qu'au niveau de nos ristournes, agri, autres revenus répartis, c'est presque exactement la même chose. Même constat pour nos achats et ventes, variation d'inventaire d'animaux. Donc, là où la tête se démarque, c'est vraiment au niveau de la productivité de nos animaux. Puis ici, là, je vous l'ai mis, en fait, là, on a, entre la moyenne et la tête, on a quand même un 700 litres là, de plus par vache que la tête est capable d'aller chercher, avec un taux de gras qui est légèrement inférieur, mais au niveau du kilo de matière grasse par vache par jour que la tête en retire, c'est nettement plus élevé. Donc, je sais qu'il y a plusieurs producteurs qui parlent un petit peu plus en kilo de matière grasse par vache en lait par jour. Donc, je voulais comme converti, mais c'est à faire attention. Là, j'ai assumé que 15 de nos troupeaux étaient en tarissement. Donc, ça fait un tarissement de 60 jours là, en moyenne, ce qui n'est pas nécessairement tout le temps vrai. Donc, on a, là, pour notre groupe moyen, ça serait un 1,41 kg de matière grasse par vache en lait par jour, puis un 1,5 kg de matière grasse par vache en lait par jour pour notre tête. Donc, dans les deux cas, c'est quand même des niveaux de production qui sont quand même assez intéressants.
Ensuite, on a fait la même chose au niveau de nos charges variables. Donc, le constat là, est qu'au niveau de nos médicaments, frais vétérinaires, reproduction, litière, mise en marché et même bon, les autres comptes de dépenses, on est quand même assez similaire là, entre la moyenne et la tête. Et c'est vraiment c'est plus au niveau de nos frais d'alimentation là, que la tête va venir se démarquer. Donc, si on revient au constat initial, c'est qu'en fait, les produits par vache, c'est vraiment là où la tête se démarque plutôt qu'au niveau des charges variables. Donc, c'est vraiment au niveau, pour répondre à notre question, en fait, c'est vraiment au niveau de la productivité des animaux où la tête va se démarquer. Merci, Florence. Et on va maintenant passer au secteur des cultures. Donc, si on regarde les résultats répartis pour les cultures au niveau des produits bruts, en haut, vous avez encore là, les superficies cultivées de 139 et 170 hectares pour la tête. Au niveau des produits bruts, on a eu une hausse de 355 l'hectare pour la moyenne et 330 l'hectare pour la tête. Donc, on remarque que dans le secteur des cultures, la tête, c'est un petit peu moins démarqué que la moyenne. Si on regarde ce que ça compose, cette hausse des revenus-là, principalement là, au niveau des ventes de céréales et de fourrage pendant l'année. Donc, ça, c'est les ventes qui ont été faites durant l'année. On a une hausse de 235 l'hectare, qui est environ similaire là, entre la moyenne et la tête. Puis, au niveau de la variation d'inventaire, autant pour les fourrages et les céréales, ça représente une baisse de 50 l'hectare par rapport à l'année dernière. Comme Florence vous l'a dit, en fait, excuse-moi, c'est pas à ce point-ci. Pour la moyenne, la variation d'inventaire a diminué un petit peu plus que la variation d'inventaire pour la tête. Ensuite, on a aussi les fourrages et les céréales qui sont utilisés à la ferme, qu'on a additionnés ensemble, là, qui représentent une hausse de 200 l'hectare, qui est principalement due là, à la hausse de la valeur des fourrages et des grains qui sont consommés à la ferme. Pour la moyenne, c'est une hausse de 17 et pour la tête, c'est une hausse de 11 Et finalement, là, comme on avait vu dans l'état des résultats global, les revenus d'assurance récolte ont diminué cette année en raison des rendements qui ont été plus intéressants là, dans les cultures. Si on regarde maintenant au niveau des charges variables, pour la moyenne, les charges variables ont augmenté de 245 de l'hectare, qui représente une hausse de 22 des charges variables. Et pour la tête, encore le même constat que tantôt, les produits ont augmenté moins et les charges ont augmenté plus. C'est quand même curieux là, pour notre groupe de tête. Par contre, ça démontre vraiment que notre groupe de tête se démarque vraiment au niveau du secteur laitier et non au niveau du secteur des cultures. On vous a quand même ressorti ici les pourcentages de superficie qui sont cultivés de chaque culture pour essayer de voir s'il y a quelque chose que la tête fait différemment par rapport à la moyenne. Puis, ce qu'on voit, c'est que les entreprises de la tête ont cultivé quand même significativement moins de foin en 2022 par rapport à 2021. Donc, ça représente 22 de leur superficie par rapport à 27 alors que la moyenne a légèrement diminué, là, mais on reste quand même autour d'un 30 des superficies qui sont cultivées en foin. Le maïs en silage, c'est resté assez stable pour les deux groupes. Le maïs grain a légèrement augmenté, mais assez stable aussi dans les deux groupes. Un petit peu plus de maïs grain cultivé par la moyenne que par la tête. Et pour le soya, on a aussi une hausse là, autant pour la moyenne que pour la tête de 1 à 1,5 point de pourcentage là, par rapport à l'année dernière, mais les superficies sont similaires entre la moyenne et la tête. Par contre, ce qu'on constate, c'est que si on additionne toutes les superficies
superficie cultivée ici, il manque un certain pourcentage pour arriver à 100. Donc, ce qui veut dire que la tête cultive un petit peu plus de cultures autres que nos 4 cultures principales ici, tandis que dans la moyenne, là, ça représente à peu près 95% de la superficie totale qui est en foin, maïs en silage, maïs grain-seuil. Donc, ça pourrait partiellement peut-être expliquer là, la hausse des charges variables qui est peut-être plus élevée là, pour la tête que la moyenne. Si on regarde au niveau des intrants de culture, donc fertilisants, semences, pesticides, on a connu une hausse de 26% pour les entreprises de la moyenne et 42% pour les entreprises de la tête. Évidemment, il y a les carburants là, qui ont connu une bonne hausse cette année, là, de 70 à 80% pour la tête. Et l'autre poste où les frais variables ont augmenté beaucoup en 2022, c'est au niveau des travaux à forfait. Donc, pour la moyenne, c'est une hausse de 23%. Et pour la tête, c'est une hausse un petit peu moins marquée de 16%. En général, dans la tête, les entreprises sont un petit peu mieux équipées, donc ont un peu moins recours aux travaux à forfait. Donc, si on reprend la hausse des produits qu'on a vu tantôt et la hausse des charges variables, on termine quand même avec une marge sur charge variable qui est à la hausse cette année pour l'entreprise moyenne. Donc, c'est un 110 $ l'hectare de plus qu'on est venu dégager avant le paiement des charges fixes pour la moyenne. Et pour la tête, on a une légère diminution. Là, donc, on reste autour du 1 720 $ l'hectare. Et on voit quand même qu'entre la moyenne et la tête, il n'y a pas une grosse différence dans la marge sur charge variable en 2022. Rapidement, juste pour vous illustrer l'évolution des charges variables dans les dernières années et des produits, on voit que l'écart entre les produits et les charges variables, qui représente votre marge sur charge variable, c'est élargi. Donc, en 2022, là, on est venu améliorer justement notre marge de 110 $ à l'hectare. Donc, oui, les charges ont augmenté, mais les produits ont augmenté d'autant plus pour générer une meilleure marge à l'hectare. Au niveau des charges fixes, on est venu augmenter le total des charges fixes pour la moyenne de 124 $ à l'hectare et pour la tête de 147 $ à l'hectare. Si on regarde d'où vient cette hausse-là, il y a un 20 $ l'hectare qui provient de la hausse des entretiens et locations de terre. Je vous ai mis certains critères en bas ici. Si on regarde la superficie louée par la moyenne et la tête, on a augmenté de 1 point de pourcentage dans les deux groupes, donc ce n'est pas une grosse hausse. Par contre, les coûts de location à l'hectare ont un petit peu augmenté, ce qui peut expliquer là, la hausse dans les frais de location de terre. Ensuite, si on regarde au niveau des intérêts sur emprunt, bon, ça aussi, ça a augmenté avec la dette qui a augmenté. Vous avez ici la dette par hectare possédé. Donc, pour la moyenne, là, si on le ramène en dollars par hectare, ça a légèrement diminué. Mais pour la tête, là, on avait vu qu'il y avait un petit peu plus d'investissements qui ont été faits, donc ça a un petit peu augmenté là, à ce niveau-là. Mais les intérêts là, ont augmenté en raison de la hausse des taux d'intérêt. Au niveau des salaires, on a une hausse de 7 $ l'hectare pour la moyenne, qui représente 7%. Mais comme on l'a vu un peu plus tôt là, avec Florence, c'est à ce niveau-là, là, au niveau des salaires et des autres frais généraux, que la tête a eu des frais plus importants. Donc, on voit que la hausse des salaires est de 22% et la hausse des frais généraux pour la tête est de 16%. Donc, c'est principalement là, de cette différence-là qu'on peut expliquer la différence de hausse des charges fixes entre la tête et la moyenne. Et évidemment, les amortissements aussi là, qui ont augmenté pour environ 58 $ à l'hectare, qui est le même montant, la même hausse pour la moyenne et pour la tête.
Donc, ça nous fait des charges totales de 2 518 l'hectare, 2 544 pour la tête. Donc, on voit qu'on est encore, la moyenne et la tête se suivent encore. C'est une hausse là, un petit peu moins marquée pour la moyenne que pour la tête. Et ça nous laisse au final un bénéfice qui a diminué de 14 l'hectare pour la moyenne, qui est une légère baisse d'environ 3 Et pour la tête, c'est environ 150 l'hectare de diminution de bénéfices dans les cultures. Donc ici, si on vient ajouter les charges fixes qu'on vient de voir, on voit quand même que en dollars à l'hectare, on a une stabilité des charges fixes depuis les 5 dernières années. Mais on voit qu'avec la hausse des produits, notre écart entre les produits et les charges totales, qui représentent notre bénéfice net pour les cultures, est resté assez similaire là, à l'année dernière. On avait la légère baisse, mais c'est assez similaire. Maintenant, les coûts de production. On va commencer par le foin. Donc, si on regarde pour la moyenne, au niveau des rendements, on a augmenté à 9,3 tonnes à l'hectare. Donc, ça a été une autre très bonne année là, dans les rendements pour le foin. Au niveau de la tête, les rendements ont légèrement diminué à moins 4 Pour le prix par tonne, comme je vous disais au début, nos valeurs de référence, là, on les a augmentées à 275 la tonne de matière sèche pour le foin par rapport à 220 l'année dernière. Donc, c'est sûr que ça vient vraiment aider là, à augmenter nos produits totaux en 2022, qui représente là, 2 579 pour la moyenne, puis 100 de moins environ là, pour la tête. Principalement là, au niveau des rendements qui ont diminué pour la tête alors qu'ils ont légèrement augmenté pour la moyenne. Au niveau des semences, je vous ai entouré le 105 pour le groupe de tête. C'est en fait une hypothèse que possiblement que la tête aurait ensemencé un petit peu plus de superficie en foin qui pourrait possiblement expliquer le rendement qui est un peu plus bas cette année. C'est sûr qu'au niveau des semences, c'est les semences qui sont réparties sur la superficie totale en fourrage. Donc, les années où il y a plus de nouvelles implantations, c'est normal que ça vienne faire augmenter le coût des semences à l'hectare. Donc, on voit que pour la tête, là, le coût des semences a augmenté, alors que pour la moyenne, ça a diminué. Au niveau des fertilisants, on a une hausse de 6 seulement pour la moyenne et 28 pour la tête. Puis, où la tête, ça a coûté un petit peu plus cher, c'est au niveau des autres approvisionnements. Ça comprend, là, entre autres, les plastiques, la corde, les agents de conservation là, à ce niveau-là. Donc, le total des approvisionnements pour la moyenne a augmenté d'un 2 pour le foin et de 39 pour le groupe de tête. Maintenant, au niveau des opérations culturales, les entretiens de tracteurs, ça l'a diminué un petit peu par rapport à l'année passée pour la moyenne et augmenté un petit peu pour la tête. Au niveau des carburants de tracteurs, là, ça c'est un poste qu'on voit qui a augmenté évidemment dans toutes les cultures. Les entretiens de machinerie qui ont légèrement augmenté autant pour la moyenne que pour la tête. Entretien et carburant camion assez similaires et les autres forfaits. Encore une fois, là, les travaux de forfait qui ont augmenté. Il y a du pressage là-dedans, de l'enrobage, tout ça. Donc, c'est sûr qu'avec la hausse des rendements, il y a une partie de la hausse des travaux à forfait qui est expliquée par ça, mais aussi par la hausse générale des travaux à forfait qu'on a connue en 2022. Donc, ça nous fait une hausse d'opérations culturales de 26 pour la moyenne et 32 pour la tête. Ce qui nous laisserait une marge par hectare de 1 520 en 2022
pour la moyenne. C'est une hausse de 210 $ par rapport à l'année dernière. Donc, oui, nos charges ont augmenté. Par contre, nos produits aussi ont augmenté en plus grande importance. C'est sûr que l'augmentation de notre prix la tonne est venue améliorer notre marge à la fin de l'année. Par contre, pour la moyenne, c'est une diminution de la marge qu'ils ont connue de moins 130 $ l'hectare environ. Maintenant, si on regarde notre coût de production, la tonne, donc en considérant si on obtenait là, le même rendement qu'on a obtenu cette année, avec toutes les charges qu'on a à couvrir, combien est-ce que ça nous coûte la tonne? Cette année, on a fait un petit ajout. Donc, on a le prix cible, puis le prix cible, dans le fond, qui est 321 $ la tonne, qui serait techniquement votre coût de production. Par contre, on a décortiqué le prix cible sans rémunération de l'avoir net. Peut-être que vous n'êtes pas tous familiers avec la rémunération de l'avoir net. En fait, ce que c'est un peu comme un coût d'opportunité d'exploiter la valeur de l'avoir net que vous avez. Donc, comme on a vu dans le bilan au début, vous avez un avoir net autour de 7 quelques millions de dollars. Il y a un taux de rémunération de l'avoir net qui est appliqué sur cette valeur-là, un peu dans le but de faire une comparaison à si vous vendez tout du jour au lendemain et vous décidez de placer cet argent-là à la banque, qu'est-ce que ça vous rapporterait? Donc, c'est le coût d'opportunité, là, dans le fond, d'utiliser la valeur que vous avez sur la ferme. Cette année, le taux de rémunération de l'avoir net était très élevé étant donné le contexte économique. Donc, ça représente quand même des montants importants sur vos coûts de production. Et c'est pour ça qu'on a décidé de le décortiquer là, pour avoir votre coût de production sans considérer cette rémunération-là, puisque ce n'est pas un coût réel que vous devez couvrir sur votre entreprise. Donc, si on regarde là, le prix cible sans la rémunération de l'avoir net, on serait à 268 $ pour la moyenne et 301 $ la tonne pour la tête. Je vous ai fait un petit graphique là, un peu dans le but de décortiquer le prix cible avec la rémunération de l'avoir net et sans la rémunération de l'avoir net. Ce qu'on peut voir, c'est que de 2018 à 2020, la rémunération de l'avoir net représentait environ une centaine de dollars à l'hectare qui étaient appliqués sur le coût de production. Par contre, 2021, ça a monté à 280 $ l'hectare. Et aujourd'hui, 2022, on est rendu à tout près de 500 $ l'hectare que ça représente. Donc, c'est pour cette raison-là là, qu'on a décidé de ne pas le considérer pour ne pas fausser, entre guillemets, vos coûts de production. Donc, ce que je veux vous montrer aussi ici, c'est l'évolution du rendement, du prix cible en fonction du rendement. Donc, si on regarde le prix cible avant la rémunération de l'avoir, vous voyez qu'en augmentant votre rendement à l'hectare, ça fait un petit peu diminuer vos coûts de production, étant donné que vous venez diluer certains frais fixes sur un plus grand rendement à l'hectare. Et en même temps, là, on voit que le rendement là, dans les 2 dernières années a été assez exceptionnel dans le foin. Maintenant, au niveau du maïs en silage, on a eu des rendements assez similaires à l'année dernière pour la moyenne, à 14,3 tonnes de matière sèche à l'hectare. Et pour la tête, c'est une hausse de 0,8 tonnes à l'hectare, donc une hausse de 5 %. Au niveau du prix, encore une fois, là, on l'a augmenté à 250 $ la tonne au lieu de 180. Donc, ça vient augmenter nos produits totaux là, de presque 1 000 $ l'hectare par rapport à l'année passée et un petit peu plus que 1 200 $ l'hectare pour le groupe de tête. Donc, c'est une hausse de 38 et 46 %.
Au niveau des approvisionnements, bon, les semences, on a une légère variation, mais c'est pas, ça n'a pas fait une grosse différence par rapport à l'année dernière. Principalement, des hausses là, au niveau des fertilisants, autour de 85 pour les deux groupes. Et les pesticides, pour le groupe moyen, on était à 40 et à 75 pour le groupe de tête. Donc, puis c'est les mêmes constats là, pour les autres approvisionnements. Donc, ça nous fait un sous-total de charges d'approvisionnement de 1 052 l'hectare, qui est une hausse de 38 par rapport à l'année passée. Et pour le groupe de tête, les charges d'approvisionnement ont augmenté un petit peu plus de 45 Au niveau des des opérations culturales, encore les mêmes constats, des augmentations dans les carburants, entretien, puis travaux à forfait un petit peu. Donc, on a une hausse de 12 pour la moyenne et une hausse de 15 pour la tête. Ce qui nous laisse une marge sur charge variable de 1 750 pour la moyenne, qui est une hausse de 620 l'hectare. Et on a une hausse de tout près de 800 l'hectare pour la tête. Donc, à ce niveau-là, la tête a significativement mieux performé que la moyenne, mais principalement là, au niveau des rendements supplémentaires qu'ils sont allés chercher. Et si on regarde le coût de production, on est passé de 203 à 241 la tonne de matière sèche, qui est une hausse de 19 on voit quand même là, que les coûts de production sont similaires là, entre la moyenne et la tête, mais comme je disais plus tôt, c'est vraiment les rendements pour la tête qui a fait augmenter la marge nette à la fin. Même graphique, on va comparer l'évolution du prix cible. En gris, c'est le prix cible avant la rémunération de l'avoir net par rapport au rendement. Donc, dans le maïs en silage, on voit un petit peu moins de variation de rendement. On se tient toujours autour du 14,5 tonnes à l'hectare. Mais on voit vraiment que le prix cible dans la dernière année a fait un bond là, en dollars la tonne avec les hausses des frais d'intrants et tout. Maintenant, au niveau des grains, bon, j'ai mis le maïs grain et le soya sur la même page, donc on va pouvoir comparer les deux. Si on regarde premièrement au niveau du maïs, on a eu une hausse des rendements de 0,3 tonnes à l'hectare, qui représente 3 et le prix là, qui a augmenté de 13 par rapport à l'année passée. Donc, ça nous fait des produits totaux en dollars à l'hectare de 4 300, qui est une hausse de 15 Et si on regarde au niveau du soya, les rendements ont légèrement diminué. Ça a été assez variable cette année au niveau des rendements dans le soya. Mais en moyenne, là, ça a diminué de 8 et le prix a augmenté de 16 par rapport à l'année passée. Donc, au niveau des produits, on a une hausse de 10 et ça nous donne des produits de 2 570 à l'hectare. Au niveau des approvisionnements, bon, les fertilisants ont augmenté de 94 pour le maïs. Dans le soya, aucune augmentation parce qu'on utilise très, très peu de fertilisants, donc on n'a pas été affecté à ce niveau-là. Les pesticides qui ont augmenté de 63 pour le maïs et 26 pour le soya. Donc, là, au total, les charges d'approvisionnement dans le maïs ont augmenté de 49 alors que dans le soya, on a un petit 3 d'augmentation par rapport à l'année dernière. Au niveau des entretiens, des opérations culturales, encore une fois, les mêmes constats, 85 à 90 dans les carburants. Et au niveau des battages, il y a aussi eu des hausses là, c'est la moyenne de toutes les entreprises, incluant les entreprises qui font battre à forfait et les entreprises qui ont leur propre batteuse. Donc, on comprend les entretiens et les carburants pour le battage.
Donc, en moyenne, là, pour les deux cultures, ça représente 108 $ l'hectare. Mais c'est une hausse plus marquée dans le maïs que dans le soya par rapport à l'année dernière. Donc, pour les opérations culturales, on a augmenté de 17 % pour la moyenne du maïs et 24 % pour la moyenne du soya. Donc, si on regarde là, au niveau des marges sur charges variables, dans le maïs, on a dégagé une marge de 2 482. C'est un 95 $ de plus que l'année dernière à l'hectare. Et dans le soya, on a dégagé une marge de 1 792 $ l'hectare, qui est une hausse de 118 $ l'hectare. Et si on enlève là, les charges fixes qui représentent autour de 1 800 1 900 $ l'hectare, le maïs nous a laissé une marge nette de 585 $ par rapport à 942 l'année dernière. Et le soya, on a un 7 $ de marge à l'hectare par rapport à 284 l'année dernière. Au niveau de l'évolution du prix cible, on est passé à 256 $ la tonne pour le maïs. Donc, le prix cible, quand vous avez des ventes de grains, c'est vraiment le prix minimal que vous devriez vendre vos grains pour arriver à couvrir vos coûts. Ça inclut tous les frais variables, les frais fixes et la rémunération du travail aussi. Donc, vraiment tous les coûts qui sont associés à votre entreprise. Et pour le soya, votre prix cible serait de 568 $, qui est une hausse de 24 %. Donc, on voit que les coûts de production ont augmenté plus au niveau du maïs que du soya. Et le dernier graphique pour les cultures, au niveau du maïs grain, encore une fois, pour comparer l'évolution du prix cible, on voit que ça a été plus variable là, dans les dernières années. Puis, même chose pour le rendement, là, mais on voit encore une fois le lien inversement proportionnel entre le coût de production, la tonne et le rendement du maïs. Donc, on voit que encore une fois, là, deux très bonnes années dans les rendements du maïs. Oh, il me reste un autre graphique. J'ai mis ça en relation aussi avec le prix reçu. Donc, si on reprend le prix cible, encore une fois, qui est en gris ici, et le prix reçu pour le maïs dans les dernières années, on voit que justement, là, depuis 2020, on est comme passé l'autre bord du prix cible avec le prix reçu. Et les 2 dernières années, là, on a eu un très bon écart là, entre le prix reçu et ce que ça nous coûte à produire. Mais la dernière année, l'écart s'est rétréci un petit peu. Donc, ça fait beaucoup d'informations en pas beaucoup de temps. On va faire un petit wrap-up de l'année 2022. Donc, encore une fois, une autre excellente année. On a vu avec Florence des améliorations des performances des vaches, en plus de la hausse du prix du lait. Au niveau des champs, on a connu des très bons rendements et des très bons prix des grains aussi. Au niveau des charges, dans le secteur laitier, on a vu que le taux de charge s'est maintenu, voire un petit peu diminué, alors que dans les cultures, le taux de charge a augmenté. Les hausses de frais étaient principalement là, au niveau de l'alimentation, des intrants de culture, des carburants et des salaires. Et évidemment, il y a la hausse des paiements qu'on a mentionné qui a commencé à se faire sentir en 2022. Donc, j'aurais envie de vous poser une petite question sur vos prévisions pour l'année 2023. On était curieuse de savoir si vous pensez que le solde résiduel va s'améliorer, se maintenir, diminuer d'une dizaine de pourcents ou diminuer d'un 20 %. Je vous laisse une petite minute pour y répondre.
Oh, je viens de voir qu'il est 2 heures, mais ça l'achève. Bon, on a 22 réponses. Je pense qu'on va y aller avec ça. Est-ce que vous voyez les résultats? Florence, est-ce que... OK. Parfait. Donc, Merci, Alexandra. bon, on voit que la majorité pense que ça va être un maintien du solde résiduel, un 30 à peu près, là, une diminution, puis quelques personnes, une plus grande diminution ou une amélioration. Excellent. Donc, on va passer tout de suite aux projections. Dans le fond, les bases de la projection qu'on a faite pour l'année 2023, je vais vous dire ce qu'on a modifié par rapport à l'année 2022 pour nos projections qui sont, selon nous, réalistes, voire un petit peu optimistes, mais pas mal réalistes. Puis, après ça, on va voir, en faisant varier certains éléments, en étant un petit peu plus pessimiste, là, ce que ça changerait sur le solde résiduel. Donc, pour notre scénario de base réaliste selon nous, là, on a considéré une augmentation du prix du lait d'environ 5 par rapport à l'année passée, par rapport à la moyenne de 2022, qui nous donnerait un prix là, autour de 96,40 l'hectolitre aux composantes moyennes. Au niveau des coûts des concentrés, on a mis une hausse de 17 par rapport à l'année passée, c'est sûr que ça n'a pas bougé beaucoup depuis la fin de l'année passée, mais au début de l'année passée, il y a des producteurs qui avaient déjà booké des prix plus intéressants là, par rapport à cette année. Au niveau des rendements des cultures, bon, ça a peut-être l'air un petit peu sévère, là, mais on a pris les rendements moyens des 5 dernières années. Donc, c'est sûr qu'au niveau du foin et du maïs grain, ça représente des baisses plus importantes par rapport aux résultats qu'on a connus en 2022. Par contre, comme on a vu dans l'évolution, c'était des rendements qui étaient assez exceptionnels là, dans les dernières années. Donc, on a ramené ça sur une moyenne de 5 ans. Donc, ça nous ferait des rendements de 8 tonnes à l'hectare pour le foin, 14,5 pour le maïs en silage, 10,8 pour le maïs grain et 3,5 pour le soya. Pour les prix des grains, on a pris les prix, dans le fond, ça va être les prix à la récolte de 2023. Donc, ce n'est pas nécessairement ce que vous allez faire comme vente pendant l'année. C'est le prix de votre récolte de la prochaine année. Donc, on a estimé là, un 315 $ pour le maïs et un 680 $ pour le soya. Au niveau des fertilisants, on a un petit peu diminué par rapport à l'année dernière. Donc, on a appliqué une baisse de 7 par rapport à la moyenne de l'année dernière. Pour les semences et pesticides, une légère hausse qu'on pense qui serait principalement au niveau des semences. Puis, au niveau des pesticides, ça risque de diminuer un petit peu là, de ce qu'on entendait. Les carburants, on a mis une hausse de 5 et même chose pour les salaires, là, un 5 de plus. Et pour le taux d'intérêt, là, on a mis 1 point de pourcentage de hausse pour le scénario, mais on va vous présenter là, un petit trait du pouce pour estimer ce que ça représente, la hausse des taux d'intérêt sur votre solde résiduel. Donc, voici là, ce que ça donne la projection pour 2023 par rapport aux résultats qu'on avait en 2022. Donc, on se rappelle qu'on avait un solde résiduel de 178 000. Donc, si on regarde là, avec tout ce qu'on a modifié, on viendrait augmenter notre taux de charge de 1 point de pourcentage avec la hausse des charges qu'on a augmentées. Au niveau des salaires, on augmente un petit peu. Retrait personnel et prélèvement, là, on l'a laissé pareil à ce que c'était pour 2022. Puis au niveau des impôts, là, c'est complètement un estimé, mais c'est très difficile à estimer, étant donné qu'on est toujours aussi 1 an en retard dans les impôts. Là, donc, j'ai mis un 15 000 approximatif.
Donc, ça nous fait encore un taux de rémunération de 15 des produits bruts. Et ça nous laisse une capacité de remboursement de 333 000. Donc, on a un 20 000 environ de moins. Puis, au niveau des remboursements, là, capital et intérêt, dans le fond, on a mis la totalité de la dette sur la durée moyenne qui était de 14,1 ans. Et on a appliqué une hausse de 1 point de pourcentage d'intérêt de plus. La seule chose ici, c'est qu'au niveau des intérêts, on n'a pas considéré les subventions sur le taux d'intérêt. Donc, les programmes là, avec la financière agricole qui subventionne une partie des intérêts, on ne l'a pas considéré ici, là, étant donné qu'il y en a qui vont se terminer dans la prochaine année. Donc, vous étiez pas mal proche de ce que c'est là, entre maintien et une baisse de 10 %. Là, on prévoit une baisse d'environ 3 % du solde résiduel par rapport à 2022. Donc, si nos prévisions sont bonnes, ça devrait être assez similaire. Bien, ça ne devrait pas être une trop grosse baisse. Par contre, ça dépend beaucoup des taux d'intérêt au niveau des paiements. Donc, on a une petite règle du pouce là, pour vous pour évaluer c'est quoi l'impact d'une hausse des taux d'intérêt. Donc, le calcul là, rapidement, c'est vous pouvez prendre votre dette totale, donc court, moyen et long terme, et le diviser par votre chiffre d'affaires, les produits totaux, multiplié par un facteur de 0,6. Donc, si on regarde ce que ça donne là, avec notre ferme exemple, on avait une dette totale de 2 258 000 qu'on divise par 1 242 000 de chiffre d'affaires fois notre facteur, ça nous donne un impact de 1,09 %. Donc, ça, c'est un pourcentage sur votre solde résiduel. Donc, si on veut le ramener sur le solde résiduel, on multiplie votre chiffre d'affaires, le 1,2 million, par 1,09 % et ça nous donne un impact de 13 500 $ sur vos paiements. Donc, pour chaque 1 point de pourcentage d'augmentation de vos intérêts dans la prochaine année par rapport à ce que vous aviez l'année dernière, ça devrait occasionner des paiements d'environ 13 500 $ par année de plus. C'est sûr que ce calcul-là est très approximatif, mais on l'a testé, puis ça donne quand même des résultats assez proches là, de ce que ça serait réellement. Et pour terminer, là, juste une analyse de sensibilité rapide pour des variations qui seraient peut-être un petit peu plus pessimistes. Donc, on a remis les variations qu'on vous a présentées dans les prévisions précédentes du scénario réaliste. Et ici, on a la variation toujours par rapport à 2022, mais pour un scénario pessimiste. Donc, au lieu d'augmenter le prix du lait de 5 %, si on l'avait augmenté seulement de 2 %, ça serait quoi l'impact sur le solde résiduel? Puis l'impact sur le solde résiduel ici, là, important de noter que c'est par rapport à notre scénario réaliste. Donc, c'est par rapport à notre scénario de 2023. Si toutes les autres composantes restent pareilles, puis qu'on fait juste diminuer le prix du lait, qu'on l'évalue à une hausse de 2 % plutôt que 5 %, ça a un impact de 25 700 $ de moins sur notre solde résiduel. Donc, on se rappelle qu'on avait un solde résiduel de 140 000. On enlèverait de ce montant-là un 25 600. Au niveau des concentrés, si on est un peu plus sévère et qu'on augmente à 25 % au lieu de 17 %, ça représente 15 000 $ environ sur votre solde résiduel. Au niveau des rendements, autant dans le foin que dans le maïs en silage, si on diminue d'un 10 % supplémentaire par rapport à la moyenne qu'on avait, ça représente environ un 10 000 $ de moins sur votre solde résiduel. Pour le maïs grain, si on maintient le prix qu'on avait dans le scénario réaliste, puis qu'on diminue le rendement de 10 %, c'est 12 000 $ de moins.
Le soya, pour une baisse de rendement de 10 aussi, c'est à peu près un 8 000 Et ensuite, bon, au niveau du prix du maïs, si on l'évalue à 300 au lieu de 315 qui est une baisse de 10 c'est un impact de 5 500 Et pour le soya, si on le diminue aussi d'un 10 c'est une baisse de 4 000 Les fertilisants, si on se dit on ne pense pas que ça va baisser, on pense que ça va rester stable cette année, c'est 3 000 de plus que ça vous coûterait par rapport à nos projections. Coût des semences et pesticides, si on est un peu plus sévère puis on augmente à 4 ça fait seulement une différence de 500 Au niveau des carburants, là, c'est sûr que c'est un facteur qui est assez incertain. Ça va dépendre de beaucoup d'éléments sur le marché qu'on ne connaît pas. Donc, si on connaît plutôt une hausse de 15 c'est un 2 000 de plus sur le solde résiduel. Et finalement, au niveau des salaires, si on les augmente de 15 au lieu du 5 c'est un 5 500 de moins sur le solde résiduel. En conclusion, on achève. Donc, l'année 2022 a été, encore une fois, une bonne année malgré la hausse des coûts de production. On a connu 2 très bonnes années avec des soldes résiduels qui sont assez exceptionnels. Puis, on a encore des assez bonnes prévisions là, pour l'année 2023. Par contre, c'est sûr qu'il faut faire attention au taux d'intérêt, dépendamment de votre situation, de vos dates de renouvellement d'emprunt. Ça peut avoir un impact plus ou moins grand sur votre solde résiduel l'année prochaine. Puis aussi, bon, les variations des prix du marché, de la bourse, du contexte économique qui peuvent avoir un impact là, sur le prix des grains, entre autres. Donc, c'est sûr que si vous avez des projets d'investissement en tête, ça va être très important de bien les budgéter. Entre autres, là, au niveau des taux d'intérêt qui peuvent avoir un impact majeur sur vos résultats. Il y a aussi les paiements, le programme de paiement direct des producteurs de lait que dans la projection, on l'a considéré puisqu'il a déjà été reçu là, pour 2023. Par contre, 2024, là, on va déjà diminuer. Pour l'entreprise moyenne, là, ça représenterait approximativement un 30 000 que vous devriez recevoir en 2024. Là, on n'a pas beaucoup de détails sur le calcul, donc c'est très approximatif. Mais cette année, là, vous aviez en moyenne un 50 000 Donc, c'est une baisse de 20 000 déjà qui est à prévoir pour 2024 et encore plus pour les prochaines années. Puis, évidemment, là, le contexte économique qui est exceptionnel actuellement, donc il ne faut pas non plus budgéter avec des résultats exceptionnels parce que on ne sait pas comment ça va se comporter dans les prochaines années, là, mais il faut quand même garder en tête que les résultats qu'on a connus dans les 2 dernières années ont été exceptionnels. Et finalement, avoir une bonne gestion des risques, prendre des bonnes précautions là, selon le niveau de vulnérabilité de votre entreprise. Si vous êtes plus fort dans certains domaines ou moins dans d'autres, vous assurer là, de bien vous protéger. Puis, c'est ça. J'ai perdu mon mot. Donc, voilà, ça fait le tour de nos résultats préliminaires pour l'année 2022. On voudrait encore une fois remercier notre partenaire, le Réseau AgriConseil, qui a permis de rendre cette présentation-là disponible gratuitement à tous nos membres. Et on serait bien heureuse de répondre à vos questions si vous en avez. Avant qu'il y ait des gens qui quittent, je voulais juste vous rappeler que vous allez recevoir un sondage par courriel et pour nous aider à continuer d'organiser des belles conférences comme celle-ci, je vous demanderai s'il vous plaît d'y répondre pour nous donner vos commentaires. Merci.
Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou lever votre main. Sinon, on vous remercie pour votre participation. Puis, on vous invite aussi à participer cet été. On planifie une journée en présentiel de conférence là, pour tous nos producteurs. Donc, il y aura plus de détails à venir, mais on s'enligne pour faire une activité de conférence, possiblement sur une ferme au mois de juin cet été. Donc, au plaisir de vous y voir.